Bonjour et merci d'être présent sur cette formation en langage Python. On poursuit avec la séance 26. Alors on va sortir de Tkinter et tout ce qu'on a vu avec les interfaces graphiques. Je vous ai personnellement montré tout ce que j'avais prévu de vous montrer au niveau de ce module là, et évidemment si vous voulez en savoir un peu plus, aller beaucoup plus loin, vous pourrez consulter la documentation officielle pour apprendre un peu plus de détails là-dessus, voire utiliser des widgets que j'ai pas forcément présentés dans les vidéos. Donc là on va ressortir de tout ça, on va revenir à des choses un peu plus standards on va dire, et un cas que j'ai voulu intégrer directement dans le cours. Alors c'est une partie que j'aurais pu sans problème mettre en annexe dans un tutoriel, mais comme le système de temps, parce que c'est ce que nous allons voir, est quelque chose que vous allez retrouver partout, que vous fassiez de l'applicatif, que vous allez créer un jeu vidéo, même si vous faites un site web, vous serez forcément à un moment donné confronté à une histoire de temps ou voire de date, mais ça on verra dans des séances suivantes. Donc pour cette séance là, j'aimerais qu'on parle un petit peu du temps. Donc on va utiliser un module particulier de Python qui permet de gérer ça, et on va voir évidemment quelques petites fonctions très faciles à utiliser par rapport à cette section là. Et dans la vidéo prochaine on parlera des dates. Voilà, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet, on travaillera carrément avec des dates, puisqu'il y a pas mal de choses aussi à savoir là-dessus, et ça vous servira pour la suite dans tout ce que vous verrez en Python, que ce soit, je vous dis, la création de sites web, ou même quand vous irez créer un jeu vidéo, pour manipuler tout simplement le temps dans un jeu, ça peut être tout à fait utile. On va revenir tout de suite donc sur un code, vous voyez, qui du coup de base n'a rien du tout. On va importer le module adéquat, donc c'est tout simplement time, voilà, le nom est très simple à retenir, et on va l'utiliser très simplement pour pas mal de petits traitements. Alors je vais vous montrer une première fonction que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de me voir utiliser, puisque je vous avais pas forcément donné de détails dessus, qui est une fonction qui va tout simplement mettre en pause un programme, d'accord, et je vais l'expliquer un petit peu plus en détail en quoi en fait elle consiste. Par défaut, quand vous lancez un programme, c'est mono-threadé, c'est-à-dire que vous avez un processus qui va se lancer, d'accord. Vous pouvez considérer, en fait, vous avez un thread, donc ça fonctionne au niveau de vos processeurs, d'accord, au niveau des cœurs de vos processeurs, vous n'allez avoir qu'un seul processus qui va démarrer votre programme. Par la suite, on apprendra à gérer des programmes multi-threadés, d'accord, on est en plusieurs processus parallèles pour pouvoir faire justement de l'exécution en parallèle, et vous verrez les avantages que ça va avoir. Donc, surtout que dans certains cas, ce sera même un peu indispensable pour certains traitements en particulier. Donc, en réalité, quand on va exécuter notre programme, on a toujours fait comme ceci, d'accord, par exemple, on affichait ceci, ensuite on mettait autre chose, donc je vais mettre deux print, tout simplement, juste afficher ça, avec une exécution standard. On aurait une exécution séquentielle, c'est-à-dire comme le langage, l'interpréteur Python va interpréter, c'est-à-dire lire notre fichier, il va traiter les choses une par une. Il voit au début qu'on demande d'importer le module time, ce qu'il va faire, donc il va importer toutes les classes éventuelles ou toutes les fonctions, les propriétés, tout ce qu'il faut concernant le module time, et ensuite il va parcourir chacune des instructions et les exécuter une à une. Donc là, il a un premier print, il fait l'affichage, il interprète le deuxième print, il fait le deuxième affichage, et ainsi de suite, d'accord. Tout cela se passe au sein du même processus et va se faire à la suite des autres. Vous n'aurez jamais par exemple le second texte qui va s'afficher avant le premier print que j'ai mis ici, d'accord. Alors ce processus là, on peut justement le suspendre pendant quelques temps grâce à la fonction sleep, d'accord, et la fonction sleep est utilisée justement via ce module time. Donc on peut tout simplement faire ça, on va faire time.sleep, et elle prend en paramètre tout simplement le nombre de secondes où il faut interrompre le processus, d'accord. Donc on va le mettre par exemple 5 secondes, donc on met juste 5, et on va réexécuter le programme. Donc là vous voyez qu'il a affiché le premier texte, on a une attente, d'accord, on est bloqué, et là au bout de 5 secondes, puisque c'est ce que j'ai indiqué, on a le second texte qui s'affiche. Donc on a véritablement le processus qui s'est mis en pause, qui a été interrompu, un certain nombre de secondes tel qu'on l'a spécifié. Donc voilà, ça c'est une fonction basique évidemment, mais qui sera utile dans pas mal de cas, quand vous voulez par exemple simuler un traitement, ou même dans certains cas avoir besoin de mettre en pause un processus, ça peut se montrer utile. C'est pas mal d'utiliser ce ce type de fonction. Vous pourrez par exemple en avoir besoin quand vous traiterez de client-serveur, que vous ferez du réseau, ça peut être très utile dans ce cas-là. Donc je voulais vous la montrer parce que c'est vraiment quelque chose à savoir, qui est vraiment incontournable au niveau de la gestion du temps. Et maintenant vous saurez l'utiliser, vous saurez comment vous en servir et à quoi elle sert. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. N'oubliez pas que vous êtes en mono-threadé, encore une fois, d'accord. Donc un thread c'est tout simplement le processus qui va être en fait exécuté, et comme là on a un seul thread, on a une seule exécution possible. Donc on peut interrompre en fait ce processus quand on veut ici, et bien évidemment après il reprendra par la suite. Voilà, donc ça c'est à retenir, d'accord, cette petite fonction sleep qui est bien pratique, vous verrez par la suite, surtout quand vous serez sur des choses encore plus avancées avec ce langage, ou même d'autres langages d'ailleurs, parce qu'on peut retrouver ça bien sûr un petit peu sur tous les langages de programmation. On va maintenant aborder un autre cas, donc on va vraiment manipuler du temps, d'accord, parce qu'il y a des choses à savoir par rapport à ça. Donc là je sors un petit peu du cadre, on va dire Python, puisque ça pourrait également concerner d'autres langages de programmation, mais ça reste quand même ici
lié puisqu'on va utiliser un module de Python et pas d'autre chose, c'est comment gérer le temps. Vous vous doutez bien que le temps, bah, ça remonte à très très loin, d'accord, ça remonte vraiment à une époque, même on serait incapable de trouver vraiment l'origine exacte du temps, du démarrage en fait du temps. Donc en informatique, on s'est basé en fait sur une date de départ, parce qu'on pouvait pas par exemple se dire, eh bien le départ, si vous voulez, du temps, en informatique aura démarré, je sais pas moi, une période il y a 1 million d'années, etc. Ce serait des nombres beaucoup trop loin à manipuler, et vous savez qu'en informatique, on est limité par ça, d'accord, par rapport à la taille des nombres que peut stocker votre ordinateur, une machine, le 32 bits, le 64 bits, ou la taille d'un entier, comme vous l'avez vu par exemple avec les integers, ce genre de choses. Donc il a fallu faire un choix, et il a été choisi ce qu'on appelle donc maintenant l'époque, hein, donc ça s'écrit comme ça tout simplement. D'accord, l'époque, donc c'est lié à Unix, mais j'en parle pas parce que ça concerne notamment GNU Linux, enfin voilà, tout l'univers Unix, qui sont notamment les familles de distribution Linux, donc un autre OS, comme vous avez d'ailleurs en formation sur la chaîne. Mais grosso modo, ce qu'il y a à retenir et ce qu'il y a à comprendre par rapport au temps, c'est qu'il a été choisi une date de départ. On a choisi, du coup, il a été choisi le 1er janvier 1970. C'est-à-dire qu'à cette date, on a estimé que l'informatique allait connaître justement un essor, d'accord, que ça allait vraiment se populariser au sein des familles, au sein des maisons, etc., des foyers. Donc on a pris cette date comme date de départ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de cette date, on a commencé à compter le nombre de secondes qui s'écoulaient. Voilà. Et on a pris cette date de référence. Alors bien évidemment, à minuit, hein, on est parti, voilà, de 0h0, d'accord. Et à partir de là, eh bien, on a mis en place un timestamp. Donc un timestamp, en fait, c'est que depuis cette date-là, toutes les secondes qui se sont passées, d'accord, jusqu'à présent, jusqu'à maintenant où je vous parle, ont été comptées, d'accord. Et pour récupérer ce nombre de secondes qui s'est écoulé depuis le 1er janvier 1970, eh bien tous les langages de programmation, en tout cas tous les créateurs, se sont accordés bien à intégrer dans leur langage, bien sûr, des manières de pouvoir récupérer ce timestamp. Et en Python, c'est évidemment très simple, puisqu'il suffit juste d'afficher, donc on part du module time, d'utiliser time, tout simplement, time.time en fait, c'est tout. Et là, regardez, on voit qu'il s'est écoulé tout ceci. Donc ça fait évidemment beaucoup, d'accord? Ça fait 1 519 739 033 secondes, et on a même des décimales, puisqu'évidemment les valeurs sont quand même un peu plus précises. Alors c'est pas une valeur extrêmement précise, d'accord? Si on voulait avoir quelque chose de très précis, vraiment au décimal près, ce serait pas forcément utile à avoir ça, mais on a quand même une petite précision, hein, tout de même, voilà, qui est quand même de 7 chiffres après la virgule, donc qui est pas non plus négligeable. D'accord, c'est à prendre en compte. Donc là, on voit que depuis tout ce temps, il s'est passé, voilà, ce nombre de secondes. D'ailleurs, si je relance le programme, vous allez voir que le nombre aura changé, d'accord? Puisqu'entre le temps là où je vous ai parlé, il s'est passé quelques secondes également. Donc vous voyez que ça a changé. On est passé d'ici de 33 à 68. Voilà. Et même au niveau décimal, ça a changé. Donc ça, c'est, si vous voulez, de manière générale, d'accord? Si vous faites du C++, que vous faites du Java, n'importe quel langage de programmation, il y a des fonctions qui permettent de récupérer ce timestamp. Et ce timestamp est récupéré en fait via système, c'est-à-dire que depuis le 1er janvier 1970, on compte le nombre de secondes qui se sont écoulées. Et c'est une référence en informatique qui pourra continuer d'exister pendant un petit moment. Je crois que c'est 2038 jusqu'à 2038 pour tout ce qui est architecture 32 bits, parce qu'après on pourra pas en fait stocker un nombre plus grand, parce qu'on va arriver en fait ici à un nombre entier qui ne pourra plus être stocké dans les machines en 32 bits, et après 64 bits par contre ça peut aller beaucoup plus loin, là ça peut aller en je crois que c'est en milliers de milliards, enfin bref c'est un nombre extrêmement grand, je l'ai pas exactement en tête, mais voilà, je pense qu'on sera tranquille pendant un moment, et le jour vraiment on aura atteint la limite des systèmes 64 bits, on aura peut-être des systèmes plus grands, ou alors simplement on décidera peut-être d'une nouvelle date de commencement, d'accord, pour reprendre à zéro, mais ça risque de pas mal chambouler l'informatique pour être honnête quand cela changera. Donc jusqu'à présent en tout cas, et jusqu'à ce que ce soit, si vous voulez, un point en fait de fin où on puisse plus continuer de stocker un nombre, on se base sur cette date là, donc qui n'est pas trop ancienne, du coup ça permet quand même de manipuler des nombres qui sont pas excessivement grands non plus. Là vous voyez on est tout juste sur du milliard au nombre, donc ça va, c'est pas non plus des centaines de milliards, tout ça qui serait assez compliqué à manipuler, donc ça va. Et c'est vraiment la date de référence à retenir, d'accord? Dites-vous que le timestamp est basé sur le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à minuit. Et vous pouvez récupérer ça en Python avec la fonction time. Donc très pratique. Alors à quoi ça peut servir? Exemple tout bête, je pense que c'est un peu l'exemple d'application qu'on pourrait donner à tout le monde pour n'importe quel langage aussi. Vous allez faire par exemple begin, d'accord, tout simplement, donc time.time, ce genre de choses, d'accord. Vous allez avoir donc print début, ok. Ensuite on va faire un time.sleep, mais ça vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu ce qui va se passer. End égale time.time, donc vous voyez je récupère dans variable begin dans une variable end à chaque fois le nouveau time, et print fin, d'accord, ce genre de choses.
Là on va exécuter, j'ai dit, voilà. Donc on laisse tourner, vous voyez début, on laisse tourner 5 secondes, voilà, fin, voilà ce qu'on obtient. Ok, donc là pour le moment on n'a rien vu. Nous évidemment ce qui va être intéressant c'est de récupérer ça par la suite. Donc, print, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va faire ça simplement. Temps exécuté, donc ça va être tout simplement end-begin, d'accord? En secondes, puisqu'on imagine bien que je vais pas attendre pendant 15 ans à faire tourner le programme. De toute façon, là, il va tourner 5 secondes. Donc début, toujours pareil, ok. Au bout de 5 secondes, vous avez le temps que c'est exécuté. Donc vous voyez, on a une valeur précise. C'est-à-dire qu'on se rend compte, par exemple, qu'en faisant un sleep de 5 secondes, en réalité, il s'écoule à un peu plus que 5 secondes, pour être exact. Parce que oui, vous vous doutez bien qu'il faut déjà le temps en fait que l'interpréteur sache qu'il doit s'arrêter. Donc mine de rien, en termes d'informatique, le temps où il lit cette instruction et qui réellement il l'exécute, vous voyez qu'il se passe quand même quelques microns, voilà, secondes en réalité. Voilà, on n'est pas sur une valeur pile de 5 secondes. Mais c'est ça, à ça que ça correspond. Donc vous vous rendez compte très rapidement qu'on peut manipuler ça facilement en informatique. Il suffit juste de récupérer 2 time, et vous voyez, on fait une petite soustraction de rien du tout, et on arrive à savoir le temps que c'est découlé. Donc ça peut être utile par exemple quand vous avez des programmes que vous trouvez un peu longs à l'exécution, des programmes de recherche, de tri, etc. et que vous voulez vous faire une idée, alors elle sera pas super précise bien évidemment, mais pour voir à peu près le temps que ça prend à l'exécution, d'accord? Donc ça peut être pratique pour faire, on va dire, un début de profiling, c'est-à-dire le fait de surveiller en fait les exécutions de programmes, les processus, et les temps d'exécution pour contrôler et optimiser tout simplement le code, les algorithmes, pour que ce soit plus rapide et que ce soit évidemment plus efficace. Donc ça peut être assez utile dans ce sens-là. Donc voilà l'utilité que ça peut avoir, mais je resterai sur ce genre d'exemple, parce qu'après on peut faire des choses bien évidemment beaucoup plus avancées, mais pour ce que j'ai à vous montrer ici, ce sera bien suffisant. Alors, c'est pas grand au niveau utilisation, vous voyez que bon, quand on a vite fait le tour quand même, c'est time, ça rejoint tout simplement un nombre de secondes. Là, ce qui peut être aussi utile à manipuler, mais ce sera surtout intéressant quand on verra notamment la gestion des dates, qui sera un petit peu plus précise que ça, et un petit peu plus, on va dire, humaine, puisque là, ça c'est pratique à manipuler pour une machine, pour un humain, c'est beaucoup moins pratique de manipuler ce genre de nombre, vous le concevrez bien. Donc, on va du coup avoir un autre cas qui est tout simplement la fonction localTime, et la fonction localTime, elle va fonctionner un peu différemment, d'accord? Donc on peut faire par exemple, qu'est-ce que je peux vous faire? Alors on va laisser par défaut, je vais juste faire un print comme ça, et on va l'appeler comme ceci. Alors elle peut prendre un nombre de secondes, d'accord, cette fonction, et si on lui précise rien, comme on lui donne pas d'argument précis, elle va tout simplement se baser sur ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire time.time, d'accord, la fonction time. Donc nous, comme on précise rien, elle va partir de ce principe-là, donc je vais faire ça, et du coup, elle prend par rapport au nombre écoulé depuis 1970, et elle nous prend la date actuelle. Donc là, on voit qu'on obtient une espèce de structure, vous voyez, time.struct_time, donc c'est la structure tout simplement de temps qui est gérée ici en Python, attention, c'est propre au langage ici, pas à tous, il y a des langages où vous n'aurez pas forcément cette structure-là, même pas du tout, et vous avez, vous voyez, différentes valeurs différents paramètres avec des valeurs précises. Donc TMUR, vous avez compris, c'est l'année, ici c'est le mois, donc février, ici c'est le jour, le 27, ça c'est l'heure, minutes, les secondes, ça c'est tout simplement le numéro de la semaine. Alors vous allez peut-être vous dire pourquoi c'est 1, tout simplement parce que le numéro de la semaine, lundi correspond, donc par défaut, correspond à 0, d'accord? Comme pour les tableaux, comme pour pas mal de choses en informatique où les index démarrent à 0 et pas à 1, pour les jours de la semaine c'est pareil. 0 c'est le premier jour de la semaine, donc 1 c'est le deuxième. Ça c'est le jour de l'année, et ça c'est tout simplement pour tout ce qui est décalage horaire, d'accord? C'est un 0-1, donc ici on est en heure d'hiver, donc on n'a pas décalé d'une heure, donc c'est à 0. Tout simplement. Donc ça peut être pratique aussi à manipuler par la suite, parce que vous voyez qu'on peut accéder du coup à des valeurs très particulières. Vous pouvez par exemple juste récupérer ça, le TMUR, vous pouvez récupérer simplement les secondes en manipulant ça. Mais je reviens pas dessus, parce que vous savez manipuler des livres, vous savez travailler sur des tubes, des dictionnaires et des structures, parce que tout ça on l'a déjà vu, d'accord? C'est des choses tout à fait simples que l'on peut utiliser. Mais sachez qu'en réalité, quand vous avez donc grosso modo un time, alors je vais vous faire un petit schéma très rapide, d'accord? Si vous avez voilà un time, donc time c'est le timestamp, d'accord, donc d'ailleurs je peux mettre timestamp, voilà, ça sera plus clair. Vous pouvez via local time, alors je vais le mettre ici d'ailleurs, voilà local time, d'accord, voilà, je fais vraiment un petit schéma rapide, hop, avec local time, vous pouvez obtenir tout simplement une structure, d'accord, la structure de temps en Python, ok, ça c'est une chose. Par contre, vous pouvez faire le chemin inverse, c'est tout à fait possible, inverse j'ai dit, voilà, comme ceci,
Cette fois, non pas avec local time, mais avec mktime. Tout simplement. Pourquoi j'ai mis un point ici? C'est pas grave. Voilà. Donc en faisant mktime, vous allez revenir tout simplement à l'envers. D'accord? Donc si je fais, je sais pas moi, non, TPS plutôt, voilà. On va faire un time.localTime, d'accord? Du coup, je vais l'afficher, print TPS, et ensuite je vais faire simplement print de tps.mktime. C'est ça. Voilà. Alors par contre il me dit pas d'attribut mktime, alors oui, désolé. On va travailler directement. Il est où, il est où? TPS. Et si j'affiche pas, ça va être un petit peu dommage. On va y arriver, hein. Là, mktime. Ah merde, j'ai oublié l'argument. Oh, bravo. Bravo, bravo. Voilà. Donc désolé, j'avais oublié de préciser l'argument, donc il faut évidemment l'argument, sinon vous ne pouvez pas faire la conversion. Donc vous voyez que local time, comme je vous disais, donc en partant du timestamp, d'accord, parce que là il va partir de time.time, il va vous obtenir la structure, donc tout ça, d'accord. Donc on voit d'ailleurs qu'elle a un petit peu changé, hein, les secondes, etc., les minutes sont plus les mêmes que tout à l'heure. Et quand vous allez la convertir avec mktime, donc si vous convertissez la structure, en fait, ici, via mktime, vous allez revenir sur le timestamp, d'accord. Donc ça permet comme ça de faire un chemin ou l'autre, d'accord, de venir d'un côté ou de l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce petit schéma qui est pratique du coup à retenir par rapport à ça. Ok. Un temps, donc un time, vous pouvez le convertir en local time pour avoir la structure, et une structure, vous pouvez la convertir avec mktime pour revenir au timestamp. Voilà, on peut intervertir comme ça l'un ou l'autre. Donc je vais m'arrêter là sur les exemples puisque encore une fois ce sera surtout utile comme application. C'est bien de le savoir, ce que je vous ai dit, c'est indispensable pour la suite parce que vous en servirez en programmation Python, mais au niveau explication c'est simple à présenter puisque voilà, là vous avez déjà la base de ce qu'il faut. Il y a évidemment d'autres fonctions, d'autres utilités, il y a d'autres petites choses à savoir par rapport à ça, mais je rentrerai pas dans les détails puisqu'il y a de fortes chances que pour la majorité ça ne vous serve jamais, voire très très peu. Donc évidemment le jour où vous aurez besoin vraiment d'une gestion du temps très particulière, vous pourrez vous référer à la documentation et voir à ce moment-là. Mais déjà avec ça, vous avez quand même un bon début de choses qui sont utiles. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Alors au niveau du temps, on va terminer sur autre chose parce que là on a manipulé, vous voyez, beaucoup de nombres, tout ça, c'est pas forcément pratique. Donc moi je vais vous proposer de manipuler des dates un peu plus, on va dire, encore une fois un peu plus humaines, qui sont forcément plus simples pour nous à la lecture, plus simples pour nous à la compréhension. Donc je vais vous présenter pour cela une troisième fonction, d'accord? On aura vu pas mal de petites choses, enfin même une cinquième puisqu'on a vu sleep, on a vu time, local time, mktime. Et là je vais vous en montrer du coup une dernière qui va permettre, alors ça je vais l'enlever, hein, donc normalement vous avez de quoi le noter si vraiment vous avez besoin de le noter, et je vais vous montrer tout simplement comment avoir en fait une chaîne, d'accord, parce que ça c'est quand même vachement pratique, d'avoir une chaîne pour manipuler du temps, et ça ce sera quand même bien mieux. Alors je vais vous montrer un exemple tout bête, je vais faire my time, on va mettre tout simplement time, c'est str, d'accord, donc string f time. Et ici, elle va prendre un format de date, d'accord, de préférence. On pourrait même lui rajouter un temps, ce qu'on paramètre éventuellement, c'est optionnel, mais nous, ce qui nous intéresse surtout ici, c'est de manipuler un format. Donc le format, je vais en montrer tout simplement un par défaut, d'accord, parce que c'est quand même ça qui est, pour le coup, utile, qui va nous permettre de manipuler des cas particuliers. Donc le strftime, vous allez avoir un ensemble de formats qui est à connaître, je vais vous les noter aussi, puisque évidemment, c'est des choses qui vont vous servir. Vous allez pouvoir manipuler donc un ensemble de formats via des jokers. Donc les jokers, c'est simplement des valeurs identifiées par un %, suivi de quelque chose, d'accord, qui suit, pour dire à quoi ça correspond. Donc le %d, d'accord, je vous le présente, c'est tout simplement pour le jour, d'accord. Donc le jour, ça va être par exemple de 01 à 31, d'accord, parce qu'il y a 31 jours maximum dans un mois. On va voir le %m qui est le mois, d'accord. Donc le mois c'est 0,1, alors attention c'est pas 1, c'est mettra vraiment 0,1 à 12. Là pas de problème. On va avoir ensuite le Y majuscule, d'accord, donc l'année. Donc là par exemple, l'année de maintenant ce serait 2018, d'accord.
Vous avez également le petit, mais bon, on utilise plus souvent le grand. Donc le petit, en fait, bah, ça va être tout simplement de 00 à 99. Ok, donc pareil, c'est l'année. Donc si c'est 2018, bah, ça vous mettra 18. Ok, pour ça que, en général, on préfère utiliser ce type-là quand on va avoir une date lisible, parce que ça que 18, du coup, on pourrait se demander, c'est 1918, enfin c'est quoi? Donc ça pourrait être l'un ou l'autre. Donc c'est bien d'avoir les deux cas possibles. On a bien évidemment, parce que là je vous ai mis grosso modo le jour, mois, l'année, on peut manipuler bien sûr les heures, les minutes et les secondes. Donc grand H, donc ça c'est les heures, donc je vous apprends rien non plus, donc c'est 00 pardon, à 23, ok, puisqu'une fois que vous arrivez à 24, bah, vous revenez à 0 en fait. On va avoir le grand I, donc ça c'est les minutes, d'accord. Donc grand I, les minutes pardon, ça va être pour 00 donc à 59. Et on va avoir bien sûr grand S, donc là ce sont les secondes. Voilà. Et là pareil, on va pouvoir travailler sur les secondes. Alors, il y en a même qui mettent 60, dans certains cas on retrouve des fois 61, parce que les secondes sont comptées, je vous dis, comme c'est pas forcément des, comment dire, surtout quand on manipule du temps, vous avez vu que pour le timestamp c'est pas exact à 100%, d'accord, il y a une estimation qui est faite, mais elle est évidemment pas exacte à 100%, parce qu'on peut pas avoir combien de millisecondes exactes se sont écoulés, c'est pas possible, on va dire humainement, ça serait compliqué d'avoir quelque chose de ultra précis, mais grosso modo voilà, d'accord, donc le jour, le mois, les années. D'ailleurs oui, je sais pas pourquoi je mets forcément S alors que bon, on n'aura forcément qu'une année. Par contre on peut avoir plusieurs heures, plusieurs minutes, plusieurs secondes, bien évidemment. Et on va en avoir également d'autres. Alors pour l'heure, oui, il y a %P aussi qui est pas oublié parce qu'il est pratique. Vous savez, pour gérer notamment AM, PM. Donc ça c'est pratique pour les heures américaines, les heures anglaises. Hein, d'accord, tout ce qui est est-ce qu'on est en heure du matin, en heure de l'après-midi. Et après on a des cas un peu à part, mais qui sont quand même à connaître, qui sont le grand A qui lui va être le jour de la semaine, que je dise pas de bêtises, de toute façon on le revérifiera, hein, si au pire je suis pas sûr. D'accord. Le petit A, bah, c'est le jour abrégé, donc simplement que le mot est écrit en plus petit, et vous allez avoir le B majuscule, qui lui est le mois, d'accord, donc le mois de l'année, donc c'est le nom du mois en fait, hein, et le petit B qui est le mois abrégé, ok, grosso modo, voilà, ça c'est des choses à savoir. Du coup, on va directement faire un print en fait, hein. Gagner du temps. Donc vous voyez, je fais un print comme ça, je vais mettre grand A. Voilà, vous voyez, il met Tuesday. Alors c'est en anglais, bien évidemment, parce que vous savez que l'informatique c'est en anglais. Après, bien sûr, avec ce que vous avez déjà appris, vous pourriez sans problème manipuler ça pour gérer en français, d'accord, soit faire des changements, des transformations pour avoir des textes en français, soit changer avec les locales pour le faire. De toute façon, vous avez les connaissances nécessaires s'il faut pour passer ça en français, d'accord, donc éventuellement ça vous fera un entraînement si vous voulez, ou alors vous pouvez laisser comme ça et après traiter ça différemment, d'accord, si vous voulez... à ce moment-là. Donc en général, ce qu'on veut, si on va avoir une date par exemple bien française, on se fait une petite fonction qui manipule donc une date en particulier, et à partir de là, qui affiche le bon texte, comme ça peut gérer voilà, les noms en français de manière, on va dire, plus pratique, plus flexible. Donc on procède souvent comme ça, c'est bien mieux plutôt que de travailler bien sûr avec des dates en anglais. Donc là vous avez du coup ce truc là, on peut sans problème, donc je vous dis bah faire ceci par exemple, hein, je peux très bien mettre, donc vous voyez M, alors là bon c'est vous voyez que l'éditeur ne colorie pas comme il faut, donc c'est pas qu'il y a une erreur au niveau du code, c'est que l'éditeur a du mal en fait, puisque ce caractère est utilisé pas mal en Python, notamment quand on veut faire des remplacements de variables en particulier, comme ça se faisait à l'époque quand on faisait comme ceci notamment, on le faisait beaucoup surtout, beaucoup à l'époque, on tapait donc un texte, on mettait par exemple une valeur et après on mettait comme ceci, donc on remplaçait par exemple, on faisait, je vais y arriver, pas me tromper de caractère comme ça, et on mettait le pourcent et on mettait le nom de la variable juste après. Donc voilà, c'était une type de syntaxe qui existait. Donc l'éditeur n'aime pas trop qu'on utilise ce genre de caractère. Pourtant, il devra bien, puisque comme vous voyez, ça fonctionne et c'est comme ça, de toute façon, que ça fonctionne. Donc là, évidemment, c'est plus lisible hein, tout de suite, hein, 27 février 2018, on arrive mieux à lire quand on utilise ce type de format. Donc vous pouvez comme ça formater des dates de plusieurs manières différentes. C'est vachement pratique, voilà, c'est plutôt pratique. Si on veut faire en version américaine, comme on retrouve notamment en informatique, bah, ça va s'écrire surtout comme ceci. Donc c'est avec des tirets, c'est toujours l'année en premier. Donc on peut faire ce format là aussi. Il n'y a pas de problème, vous voyez, c'est très très bien géré à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème d'utilisation sur ce système-là. Et voilà. Alors je voulais, oui, par contre, ce qui peut être pas mal aussi, pourquoi pas, c'est un petit plus aussi, c'est je crois que c'est un Z majuscule. Lui, c'est pour tout ce qui est la time zone, d'accord. Donc c'est, si vous voyez, le fuseau horaire, d'accord. Je vais mettre le nom d'ailleurs. Voilà. Le nom comme ceci. Donc là, bah, vous mettez un grand Z, et puis vous avez comme ça, vous voyez, le fuseau horaire
Paris-Madrid, puisque bah, moi par rapport où je suis évidemment, c'est le fuseau horaire de Paris-Madrid, tout simplement. Voilà, donc par rapport à Greenwich, etc., il permet de récupérer des valeurs différentes. Donc c'est intéressant aussi, parce que ça peut servir voilà, de récupérer ça dans certains programmes ou autres, ça a quand même son utilité. Dans un site web également, imaginez par exemple vous avez un forum ou des articles, où vous voulez par exemple mettre la date de publication, tout ça, c'est évidemment très utile à avoir, donc c'est pour ça que je voulais inclure encore une fois tout ce qui est gestion de date et d'heure, donc gestion de temps, au sein du cours directement, et pas à part dans un tuto, parce que j'estime, je pense en tout cas, que c'est indispensable. On peut pas se passer de ça ou considérer que c'est facultatif à l'apprentissage du langage Python. Voilà pour ce module time, donc voilà, on a utilisé qu'un seul module, mais il y a beaucoup de choses à voir, donc je récapitule un petit peu les choses qu'on a vues, d'accord, donc on a vu time, on a vu également j'ai dit un point local time, on a vu mktime, donc ça vous voyez, rappelez-vous, hein, ça permet d'intervertir de l'un ou de l'autre, et on a vu strftime, voilà, et bien sûr, passif, je sais pas pourquoi je voulu mettre ça comme ça, voilà, sleep pour mettre en pause le processus. Donc ça fait pas grand chose, mais déjà vous avez de quoi faire avec ça, et au moins bah, vous saurez quand même manipuler, hein, gérer du temps au niveau de vos programmes, au niveau de l'exécution de ces derniers, vous aurez pas mal de quoi voir avec ça, et n'hésitez pas surtout pour celle-là, d'accord, à manipuler des dates un peu plus précises, d'accord, de voir comment récupérer ça, de faire des formatages en particulier, de faire des transformations, ou pourquoi pas comme entraînement, créer votre propre fonction pour manipuler par exemple les dates, et après bah, retourner, je sais pas moi, une chaîne de caractères en français, par exemple quelque chose qui vous affichera à la fin, ce genre de choses, par exemple, voilà, puis genre il est 15h03, d'accord, vous pourriez avoir ce genre de choses, qui sera évidemment plus agréable à l'affichage, comme vous voyez ici, plutôt que d'avoir quelque chose en Tuesday ou je sais pas quoi, d'accord, avec des noms en anglais, si vous voulez faire un programme bien sûr avec du texte en français. Donc ça peut être à voir, ça peut être un bon entraînement pour ce type de cours là. Donc si vous voulez bah, vous exercer, n'hésitez pas à le faire justement, à vous faire une petite fonction par rapport à ça, et utiliser un maximum de choses que vous avez déjà vues, enfin même carrément faire une classe, hein, pourquoi pas, de faire une classe que vous pouvez instancier, même si dans la vidéo suivante on travaillera sur des dates, donc on utilisera justement des classes en particulier, parce que vous doutez bien qu'il n'y a pas juste des petites fonctions dans un module, il y a bien évidemment des classes pour manipuler des dates, et vous savez que les dates sont intimement liées justement à tout ce qui est temps, donc à tout ce qui est seconde, etc. Donc on verra tout ça pour la séance suivante. Je vous dis à bientôt, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions par rapport à cette séance-là. Et voilà, je vous dis à la prochaine fois, on parlera de dates en Python. À bientôt tout le monde.